le maître de l'insolite, François Bourbeau. Alors bonjour à tous, bienvenue à ce canal que je me plais à nommer le magazine de l'insolite. C'est un peu la suite, si vous voulez, de mes émissions que j'animais à la télévision entre les années 1981 jusqu'à 1997. Le titre, bien sûr, de l'émission a évolué avec son temps. C'est passé de Sommes-nous vraiment seuls à Fusion, Fusion Nouvelle Génération, Alter Ego Spiritus. Et là, je vous parle d'une émission avec un invité un peu spécial en 1994 qui se nomme le Michel Drucker du Québec, Michel Jasmin. Pourquoi? Parce que cet homme-là a réussi à vraiment battre des records d'auditoire, d'audimat extraordinaires. Parce que, vous savez, à l'époque, dans les années 80, on n'était pas encore 6 millions d'habitants au Québec. Et sur ce nombre, si on retire, je vous dirais, le million de jeunes enfants, d'adolescents, sur les 5 millions restants, Michel Jasmin atteignait entre 2,5 à 2,8 millions de téléspectateurs qui suivaient son émission du lundi au vendredi. Émission portant le titre Michel Jasmin, son nom finalement. Et il recevait vraiment de tous les genres, tous les types d'invités. C'était très large. Et il avait en plus sur son plateau un orchestre live qui assurait l'aspect musical de l'émission. Donc, lorsqu'il recevait des chanteurs, des chanteuses, interprètes, compositeurs, auteurs, tout le truc, ces gens-là pouvaient, à ce moment-là, offrir une belle performance live, en direct, avec l'orchestre de Michel Jasmin dans son studio à Télémétropole. Télémétropole étant ici l'ancien nom de la compagnie aujourd'hui qui se nomme TVA. Alors, Michel a accepté, parce que je lui avais écrit, je lui avais demandé si il était intéressé à parler du phénomène OVNI dans le cadre de son émission, et s'il aurait accepté, donc, à l'époque, de recevoir un homme qui disait avoir été victime d'un enlèvement par des intelligences non humaines. C'est l'expression que je préfère utiliser plutôt qu'extraterrestre, parce qu'on ne sait pas s'ils sont extraterrestres. Alors, en utilisant cette expression, intelligence non humaine, Jasmin a accroché là-dessus. Il était propriétaire avec son associé Pierre Marcotte, d'ailleurs autre invité qui va passer un peu plus tard dans le cadre de l'émission. Alors, je lui ai dit, je vais aller te rencontrer à ton restaurant avec M. X, on va discuter ensemble, on va établir le modus operandi, comment pourrait se faire l'émission, et tu me diras si oui ou non ça t'intéresse. Ça n'a pas été très long, hein? Le téléphone a sonné, il m'a donné un rendez-vous, on s'est rencontrés effectivement au restaurant Hélène de Champlain, dit la Grosse Hélène, parce que le bâtiment est énorme, il est situé sur l'île Sainte-Hélène, à Montréal. C'est l'endroit où se trouve le Casino de Montréal et c'est aussi une île qui a été construite entièrement, parce qu'elle n'existait pas avant, pour l'Expo 1967. Alors, nous avons rencontré Michel, on a discuté pour l'affaire de M. X, tout le tralala, et finalement, l'émission s'est faite. C'est-à-dire, pour la première fois dans l'histoire de l'émission de Michel Jasmin, il y a eu une émission d'1 heure, exclusivement consacrée au phénomène OVNI, et ça, j'en suis fier d'avoir réussi l'exploit pour la première fois dans l'histoire du Québec, de convaincre quelqu'un en position de force de pouvoir présenter ce sujet à grandeur d'écoute, en prime time, sur, bien sûr, l'aventure qu'avait vécue M. X dans la nuit du 24 au 25 novembre 1979. Et là, ce que je vous dis, ça a été présenté à Télémétropole au courant de l'année 1984. Alors,
il est venu à 2 reprises à mon émission. Ce que je veux faire avec vous maintenant, j'aime mieux vous présenter non pas l'émission où il parle tout de suite de M. X en détail, mais il va le faire de toute façon dans la première partie, mais je veux vous présenter ces 2 passages distincts à mon émission parce qu'il avait accepté de se déplacer de Montréal à Drummondville, centre du Québec, pour venir participer à notre émission. Il avait adoré. On l'avait très bien reçu. Hein? Nous étions allés au Faubourg des Forges, un restaurant connu à Drummondville, sur coin des Forges, rue Lindsay. Nous avions mangé sur place. Lui avait présenté le propriétaire de l'endroit. On avait pris une bonne bouffe. On s'était rendu au studio de télé. Il y avait un line-up de gens qui attendaient à l'extérieur pour rentrer et participer à cette émission parce qu'on l'avait annoncé d'avance que Michel Jasmin allait être notre invité à la prochaine session d'enregistrement. Et puis Michel a accepté donc de participer à cette première émission. J'ignorais cependant que vu le succès qu'allait remporter sa première participation pour présenter son ouvrage Debout la vie, qu'il allait me recontacter plus tard pour me demander carrément de revenir à mon émission. Et vous verrez dans la 2e participation de Michel Jasmin à mon émission pourquoi il a tant insisté pour repasser à l'émission et pour venir finalement parler des ouvrages d'Henri Bordelot et de l'homme, Henri Bordelot, premier ufologue au Québec. On le voit ici, vous voyez son visage, Henri Bordelot. Premier ufologue québécois qui est un psychologue industriel. Et Henri Bordelot l'avait amené dans un champ à bord du véhicule de la station de radio de CJMS où travaillait Michel Jasmin. Et M. Bordelot était chroniqueur une fois la semaine pour parler OVNI avec Michel Jasmin. Et là, j'ai découvert des trucs absolument extraordinaires. Alors, regardons ensemble, si vous le voulez bien, pour comprendre là, la 2e partie, vaut mieux que vous regardiez attentivement la totalité de la première et ensuite, on se reparlera concernant la seconde partie. Ça marche? On se reparle plus tard. Et n'oubliez pas, hein, si vous appréciez ce que vous voyez, n'oubliez pas d'appuyer sur le pouce vers le haut. Moi, ça m'aide. Et en plus, la cloche, appuyez dessus. Parce qu'au moment où je vais rajouter des vidéos, parce que là, j'accélère le processus, vous serez avisé de la mise en ligne des nouveaux vidéos que je vais placer dans cette page du magazine de l'insolite avec François Bourbeau. Et qui plus est, vous savez qu'ils sont difficiles un peu, hein? Ces chers amis de YouTube, on m'a flanqué une pénalité de 10 000 heures avant d'avoir le droit de toucher de la publicité et d'être payé pour ça, tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas qu'au Québec, à l'époque, dans ces années, on pouvait utiliser de courts extraits musicaux ou vidéos non produits par nous-mêmes, dans la mesure où dans le générique à la fin, on écrivait où on avait pigé la vidéo, où on avait pigé la trame musicale, en mentionnant le nom du chanteur, le nom du producteur, tout le truc, et c'était accepté par le CRTC. Maintenant, il semble que pour les Américains, ça ne fonctionne plus, c'est pas légal pour eux, et puis moi, l'ignorant, ben, il y a quelques vidéos que j'avais placées pour vous dans ma fameuse section du magazine de l'Insolite sur YouTube, et ils m'ont carrément avisé que je n'avais pas le droit de faire ça, et bang, pénalité, vous devez atteindre 10 000 heures d'écoute avant de redemander la permission d'obtenir le droit de toucher des sous en publicité. Donc, pour le moment, tout sera encore une fois bénévole. Je dirais que moi, je suis venu au monde pour être bénévole, mais c'est agaçant. Mais je serais meilleur si je pouvais toucher des sous parce que, je pourrais renouveler mes vieilles machines d'ordinateur qui sont dépassées, elles ont 15 ans, et je pourrais être beaucoup plus performant à vous offrir ce que vous attendez de moi. Moi, tout ce que je veux, c'est vous offrir le meilleur. Mais si la technologie ne suit pas, ça va être difficile d'y arriver. Alors, si vous êtes capable de faire des dons, je vais vous placer à la fin de cette
entrevue, fasse de vidéo. Une espèce de truc, là, vous savez, que vous pouvez, avec votre téléphone, simplement capter et vous aurez à ce moment-là le lien qui vous conduira vers ma page qui permet de placer vos dons. Et ça me permettra, moi, de continuer de faire ça à temps plein, mais de manière correcte et professionnelle. Voilà. Je ne veux pas vous achaler plus longtemps avec ça et vous taper sur les nerfs. Je sais que c'est gonflant, mais c'est malheureusement comme ça. Moi, ma peine de lait, je dois la payer. Il n'y a personne qui va me la donner parce que je m'appelle François Bourbeau. OK? Merci. Ciao. À tantôt. On regarde ça ensemble. Vous allez voir, Michel Jasmin, il est pas mal de fun quand on prend le temps de bien l'entendre, bien l'écouter. À plus. Bye. Alors, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va se réserver une surprise, probablement dans le cadre carrément d'émissions que vous voyez maintenant, le jour où on sentira que le contexte s'y prête. Et je pense que ce soir, on va faire un pas en direction, entre autres, de ce qui est probablement la force la plus belle dans le genre humain. Parce que mon premier invité de l'émission, je considère, moi, que c'est quelqu'un qui a une leçon de vie à nous apprendre. Il n'y a rien de plus beau. Moi, depuis la mort de ma chère mère, ma tendre mère, qui m'a montré bien des affaires dans la vie, j'ai découvert quelque chose. Au début, on dirait que la première étape, on juge tout ce qui nous dérange. On chiale contre tout le monde, on dénait les rideaux tout le temps, tout n'est pas correct, puis il n'y a rien que nous autres qui marchons droit. Et je ne sais pas, il se passe quelque chose lorsqu'on est touché par le deuil, on se dit, ça ne donne rien de critiquer ces affaires-là. Ce qui est le plus important, c'est de comprendre pourquoi la personne pose le geste. Et là, il s'inscrit en l'intérieur de soi une nouvelle démarche, où, instinctivement, on constate davantage la motivation derrière le geste et on ne condamne plus le geste, on essaie de comprendre ce qui est derrière. Et je pense que le premier invité de ce soir, qui est un lion ascendant scorpion, est le prototype parfait de cette personne qui ne condamne plus, qui a à peu près tout fait, qui a à peu près pas mal tout compris, et qui maintenant a bien des choses à nous livrer, et je pense que même son ouvrage nous indique un peu cette démarche. Mais avant de procéder au tirage, je veux quand même vous signaler que c'est une personne qui est née une semaine après le premier éclatement de la bombe atomique sur la Terre. Et quand j'ai lu son livre, j'ai tout de suite compris que sa vie, c'était aussi un peu une bombe atomique. C'est quelqu'un d'éclaté qui, tout doucement, a appris, peut-être beaucoup pas mal, à se calmer. D'ailleurs, un grand réalisateur français lui avait dit en studio, « Calme-toi là, puis après ça, on va se parler. » Il rit, je le sens. Quelle est la caractéristique de ce lion ascendant scorpion? C'est la passion de la puissance 2. Mais le penchant morbide du scorpion s'agace de la vitalité du lion. Le dynamisme sera distinctif, violent, soumis à des poussées impérieuses. Si le caractère est stable, on dit qu'il est trempé dans l'acier. Stable comme l'arbre qui pousse dans le champ. Sinon, il se lance parfois dans des folles extravagances. Il y a un énorme attrait pour le pouvoir. Ça, j'ai hâte de lui demander. Ça caractérise le signe qui marque, bien sûr, aussi le signe et l'ascendant. Alors, marqué par le destin, tel un icare qui vole trop près du soleil avec ses ailes, puis il passe toujours proche de se les faire brûler. Après avoir subi 19 anesthésies en 14 ans, il n'y a rien que pas vécu, cet homme-là. Pour savoir de qui il s'agit, je vous demande en studio, regardez le moniteur, et à la maison, regardez-moi il y a 10 ans. Vous allez voir, les rôles sont soudainement changés. Compétent dans cette matière-là. Mais d'abord, celui qui va être notre guide, c'est celui qui est président de la centrale de compilation ufologique du Québec, François Bourbeau. Un rappel, peut-être nous... Je me regarde, puis ça me gêne. Ça se peut-tu être flou comme ça? Ce soir, mesdames, messieurs, l'animateur devient l'invité. Et l'invité devient l'animateur. Je vous demande d'accueillir Michel Jasmin, s'il vous plaît. Hein? Bonsoir, François. Bonsoir. Bon, ça. Rendu que je me nomme, ça va bien, hein, s'il vous plaît? Bonsoir, François. Oui, bonsoir, François. Il m'énerve. Je sais pas pourquoi. C'est l'influence, je sais pas, de la vedette. On se bâtit... Le mot vedette, le mot star, tout ça, c'est bien... Je trouve que c'est bien superficiel, en tout cas. Michel Jasmin, vous avez été dans l'histoire de la télévision du Québec l'animateur qui a connu les plus puissantes cotes d'écoute. 2 millions de téléspectateurs. Ouais. On fait ça maintenant avec les filles de Caleb, puis Scoop, et Formule 1. Une fois par semaine.
Ouais. Vous, c'est à tous les jours. Ouais, mais le contexte était Tous différent. les jours. Le contexte était différent à ce moment-là. La télévision 4 saisons n'existait pas. Radio-Québec n'avait pas la même agressivité au niveau du marché, n'avait pas la même agressivité au niveau du style de production d'émissions qu'il faisait. Beaucoup moins présent, donc. Et en quelque sorte, Radio-Canada nous avait comme un peu concédé la période. D'ailleurs, celui qui était directeur de la programmation à Radio-Canada à ce moment-là et vice-président de la programmation de Télémétropole aujourd'hui. Bizarrement, comme le hasard fait la vie, comme on le voit ce soir, l'intervieweur interviewé. Ah, c'est curieux. Ouais. Mais c'est un événement télé, c'est vrai, parce qu'on a fait, durant ces 5 années-là, entre 2 millions et 2,8 millions de codes d'écoute par soir. 2,8? Oui. À un certain moment, quand les codes d'écoute sortaient, on avait d'ailleurs pris l'habitude, toute l'équipe, de se réunir et de regarder ce que les codes d'écoute donnaient. Puis on disait, oh boy, il manque juste les bébés et chevreuils. Le reste, on les a. Et c'était un peu ça, dans le fond. La moitié des Québécois. La moitié de la province était là. 6 millions sur si vous 3, enlevez effectivement les enfants en bas de je sais pas, peut-être 10 ans, ça vous donne une bonne idée de ce qu'on allait chercher. Comment vous expliquez le succès? Je sais pas. Qu'est-ce qui fait que tout le monde regardait Michel Jasmin à l'époque à TVA? Je pense, d'abord, j'aimerais ça qu'on précise, quand on dit tout le monde regardait Michel Jasmin, on dit Michel Jasmin entre guillemets parce que c'est l'émission qui s'appelait comme ça. Je pense pas qu'on regardait nécessairement le gars. On regardait la formule de l'émission. Et la formule de l'émission, c'était beaucoup de surprendre, d'étonner, de prendre le public comme complice dans tout ce qu'on faisait. Et ça, c'est une des missions de base que je vois dans la télévision, qu'on a peut-être un petit peu tendance à oublier aujourd'hui. Étonner, surprendre le public. Il me semble qu'on le fait un petit peu. Il faudra le dire tout de suite, là, en commençant, je fais ma parenthèse. On va parler du professionnel, puis après de l'homme. S'il revenait à la télévision, le regarderiez-vous? Par applaudissement? Ça veut dire qu'est-ce qui se passe? Si c'est pas le public qui veut pas. C'est la roue qui tourne, François. C'est parce qu'il y a comme une tendance depuis quelques années à vouloir rajeunir l'image de la télévision en oubliant que l'âge moyen du téléspectateur va peut-être un peu plus vers la cinquantaine que vers la trentaine. Alors donc, c'est une roue qui tourne et à un certain moment, ça va revenir. Puis là, on dit que nos communications sont malades. On fait animer les chanteurs, on fait chanter des animateurs, on fait un beau plongeon à Los Angeles. Les animateurs qui chantent, mais ça fait longtemps que j'ai compris ça, j'ai arrêté ça. Ouais. Oui, j'ai commis 4 records. Je dis même pas des disques, hein, c'est des records. C'est vrai, j'ai entendu chanter à Jasmin une fois, à l'émission Michel Jasmin. Ah non, ça, l'émission Michel Jasmin, je le faisais. Je l'ai fait à quelques reprises, mais la plupart du temps en duo. Je l'ai fait... C'était bien de voix basse, on l'entend pas trop, ça passait bien. C'est ça. Je chantais avec Fabienne Thibault, me fait camoufler. J'ai même chanté avec Ginette Renault. En tout cas, j'ai commis toutes sortes de péchés du genre, mais toujours un peu camouflé. Mais chanter tout seul, j'ai compris au début des années 70. Ouais. Oui, j'ai mis un terme à ça. Moi, je me rappelle, 1984, à l'époque, on s'était rencontrés au restaurant Hélène de Champlain, la grosse Hélène, affectueusement. La grosse Hélène, oui, effectivement. de l'époque. Et c'est encore ça. Quand j'en parle avec Pierre Marcotte, avec qui j'étais associé à ce moment-là, et qui est demeuré propriétaire. Là, vous n'êtes plus là, Hélène. Non, j'ai revendu mes parts à Pierre. On l'appelle encore la grosse Hélène. C'est un terme très affectueux. C'est gigantesque, de toute façon, comme restaurant. La bâtisse est gigantesque, mais c'est surtout parce que l'opération était gigantesque. Et c'est ça qui nous avait amené à la baptiser la grosse Hélène. Je me rappelle, à l'époque, on avait rencontré M. X avec vous pour déterminer cette fameuse émission d'une heure spéciale. Vous en rappelez-vous? Oui, je me souviens de ça. Je me souviens de ça. Mais honnêtement... De Sainte-Thérèse. Vous pensez quoi de l'homme encore, même aujourd'hui, 10 ans plus tard? Ça vous a-tu impressionné? Parce que moi, on a entendu parler de ce show-là. Moi, ça m'a pas vraiment impressionné parce que, comme ça se passe souvent dans des entrevues comme ça, ce monsieur avait, entre guillemets, refusé de parler. Il disait des choses, mais ça demeurait dans le néant un peu, ça demeurait dans l'abstrait. T'es très nerveux aussi. Oui, il était très nerveux, mais il n'y avait pas de raison de l'être, il me semble, parce que, je sais pas, vous n'étiez pas là pour l'enregistrement quand on avait fait l'entrevue. Non, c'était tout à fait l'après-midi. Tout c'était fait en studio, enregistré et entouré du plus grand mystère. Il y avait seulement les 3 caméramans qui avaient été autorisés à être en studio. J'avais même pas de régisseur. Il n'y avait que le réalisateur et l'aiguilleur dans la régie. Pardon. Lui avait été transformé, il y avait une perruque, moustache, sa voix avait été trafiquée, et on ne le voyait que de dos.
Vous aviez été très correct pour accepter tout ça parce qu'il était fatigant sur les détails à l'époque. Et il nous avait demandé un cachet que je qualifierais d'énorme compte tenu de l'époque et compte tenu de ce qu'il nous avait donné comme témoignage aussi. Je ne mets pas en doute ce qu'il nous a dit, je ne mets pas en doute le fait qu'il a été enlevé par des extraterrestres, je ne sais pas. Je ne suis pas à même d'évaluer si c'est vrai ou pas. Cependant, je me dis que ça aurait pu être mieux transmis, ça aurait pu être mieux véhiculé. Il faut dire une chose, cependant, c'est qu'il est venu à l'émission ici, pas déguisé, pas maquillé, pas de voix transformée, pas de puis là, il a cachet. parlé. Pas de cachet. Ah bon, non. Si ça, vous êtes bon négociateur. Ça doit être ça maintenant, la nouvelle télévision, ça change, la retourne. Probablement. On en est rendu là. Pourquoi vous avez écrit votre livre? Parce que là, on va le présenter, on va en parler, on va faire le tirage tout de suite, tantôt, après l'entrevue avec Michel Jasmin. Je vous le présente tout de suite, c'est son premier. Oui, premier. Pourquoi écrire un premier livre à 48 ans? Je ne me suis pas trompé dans l'année. Voilà, non, vous n'êtes pas trompé dans l'année. J'ai abordé de ça. Pas non, parce que j'étais prêt à l'écrire, parce que comme j'en fais mention dans le livre, d'abord, je suis très content que vous l'ayez lu avant qu'on en parle, parce que, non, ça arrive. Toujours ça, surtout dans... Oui, mais les délais ont été très, très serrés, là, parce que le lancement, c'est 4 heures, fait... c'est pas grave. Okay. Non, j'ai adoré cet ouvrage. Le lancement a été fait il y a un petit peu plus qu'une semaine, donc ça laisse peu de temps pour les animateurs, les animatrices pour le lire. Mais... j'avais, avant d'accepter d'écrire celui-là, j'avais déjà signé 5 contrats avec des maisons d'édition. Et à chaque fois, je me gardais toujours une clause qui me permettait de m'en sortir si je me sentais pas prêt, si j'avais l'impression de ne pas avoir assez bien assimilé ce que j'avais vécu. Et ça avait toujours été le cas. Donc, je m'en étais toujours un peu sauvé en utilisant, en faisant valoir cette clause-là. Et cette fois-ci, ce sont les gens de Séjour qui m'ont fait la proposition, qui m'ont laissé mûrir la proposition comme il faut. Et compte tenu du fait que ça fait 2 ans que je travaille avec eux, que je les connais, que je me sens en confiance avec eux, c'est-à-dire il y a certaines personnes que je connais depuis plus de 2 ans, mais ça fait 2 ans que je travaille avec Séjour, je me sentais davantage en confiance avec eux et les conditions que je posais ont été respectées dès le début. Parce que ce n'était pas strictement des conditions en termes de contrat, mais des conditions dans le respect du rythme, par exemple, pour le faire. Parce que ça a pris 1 an pour le faire. Dans la façon de le faire aussi. Ils ont respecté ça, et principalement dans le propos que je voulais tenir là-dedans. Okay. Parce que je voulais pas faire un livre qui a l'air misérabiliste, qui attire la pitié. Je voulais pas écrire un livre non plus pour voyeurs. Non pas pour voyeurs, mais pour voyeurs. Ah, OK. Oui, je tiens à séparer. Je pensais que vous parliez des... Non, c'est un livre pourvoyeur pour le ministère du Revenu. Oui, ça c'est un fait. Bon. Mais un livre de voyeurisme, je ne voulais pas faire ça. C'était donc important que ce soit un message d'espoir qui passe principalement, que ce soit un témoignage assorti des conclusions que j'avais tirées, donc que j'ai eu le temps d'assimiler tout ça, tout ce qui s'était passé dans ma vie. Parce qu'effectivement, vous en avez fait mention un petit peu en introduction tantôt, ma vie a été pas mal en dents de scie, en montagne russe, les hauts et les bas. Et je me rends compte aussi, après la rédaction et en lisant des extraits au hasard, occasionnellement, je me rends compte que j'ai pas de gris dans ma vie. C'est ou bien blanc ou bien noir. Il n'y a pas de ton de gris. Il n'y a pas de ton de gris, non. Je peux pas dire que ma vie a été ennuyante, beige et plate. Michel Jasmin, il y a beaucoup de rumeurs qui ont circulé. Évidemment, lorsqu'on a une cote d'écoute de cette importance, on attire l'attention et, bon, tous les cancans qui viennent avec. Vous écrivez dans l'introduction de votre ouvrage, nous sommes tous obligés d'assumer la portée de nos gestes et de nos paroles. Et il y a beaucoup de gens dans le domaine de la production, à la télévision, des réalisateurs qui prétendent que c'est le caractère de Michel Jasmin qui fait qu'il n'est plus à la télévision aujourd'hui. Quand vous écrivez ça, est-ce que derrière, il y a le souvenir? Avez-vous un souvenir précis de quelque chose que vous auriez fait que vous regretteriez aujourd'hui? Non, j'ai un regret, et j'en parle dans le livre de toute façon, un regret majeur, mais qui ne touche pas mon métier. C'est pas un regret qui est, qui est en rapport avec ma profession. Professionnellement, j'ai pas de regrets. J'ai pas... vous parliez de gloire, tantôt, tout ça. J'ai jamais couru après ça. J'ai jamais fait ce métier-là pour ça. Aussi invraisemblable que ça puisse paraître, il me semble que la décision m'est venue à l'âge de 8 ans de faire ce métier-là.
parce que j'écoutais des voix magnifiques. Il y a probablement des gens qui nous écoutent qui vont se rappeler des voix d'Albert Duquesne, d'Alain Gravel, de Marcel Beaulieu, Roger Beaulieu. Et je les écoutais dans le vieux radio de bois de mes parents et ça me fascinait des voix comme celle-là. Et j'avais le goût de faire ça. Alors, c'est pas à l'âge de 8 ans, quand on a le goût de faire ça, qu'on pense à la gloire et qu'on pense être connu. On pense à faire ce qu'on aime. Et ça a toujours été ça qui m'a attiré, même si, à cause de certains impératifs, j'ai dû me diriger, après l'adolescence, dans une autre branche, qui est la psychopédagogie. Je demeurais accroché à l'animation, l'idée de faire de la communication. Vous avez ça dans le sang. Ah oui. Et même si ça fait, aujourd'hui, au moment où on se parle, ça fait 4 ans que je ne fais pas de radio et de télévision sur une base régulière, pour moi, c'est hors de question que je fasse autre chose. Mais vous êtes à CJMS encore quand même. À l'occasion, je fais du remplacement à l'occasion. Il y a des choses au moment où on se parle qui se négocient au niveau de la radio. Je ne vous dis pas que c'est nécessairement avec CJMS, mais il y a des choses qui se négocient. Il y a de la télé dans l'air aussi, mais je suis un peu tanné de parler de rumeurs et de jamais être capable de les confirmer, alors j'aime mieux pas en parler. Je tiens ça plus... Parce que là, pour l'instant, on peut quand même vous lire dans le magazine 7 jours, qui est d'ailleurs la maison qui vous a édité, cet ouvrage de Boulavie, là, qui se retrouve partout au Québec pour l'instant, et dans lequel on retrouve la vie de Michel Jasmin, entre autres. C'est-à-dire les 20 dernières années. C'est pas la vie au complet, ce sont les 20 dernières années, parce que, en même temps, quand on me l'a proposé, ça faisait 20 ans de l'accident qui a été une espèce de charnière dans ma vie. Ça a été 73... 10 novembre 73. 11 novembre. 11. Le jour du souvenir, je m'en rappelle. Oui, ouais. 11 novembre. Ça a été un événement charnière qui a fait que pendant plusieurs années, ma vie a été divisée en deux. C'était avant l'accident et après l'accident. Puis maintenant, parce que j'ai le sentiment d'avoir assimilé tout ça. J'ai le sentiment d'avoir eu le temps... 20 ans. Oui. Il y a d'autres événements qui sont un peu plus récents, que je n'ai pas assimilés, mais qui vont... Parce que ça s'est prouvé dans ma vie depuis le début, j'ai toujours eu suffisamment de recul et pris suffisamment de temps pour être capable de me rendre compte que chaque chose qui m'arrivait pour le mieux, même si, sur le moment, c'était pas évident. Parce qu'il y a le vieux dicton qui dit « quand on a le nez collé sur l'arbre, c'est difficile de voir la forêt ». Ou quand on... Charles Lemoyle, avec toutes les crises que vous avez piquées, on doit avoir... Il y a des gens qui vous entendent, qui doivent avoir de la misère à croire ça. Oui. J'en ai rencontré d'ailleurs des gens qui étaient dans le domaine hospitalier à Charles Lemoyle ou à l'Institut de réadaptation, qui se rappellent de mes crises et de ce que je raconte, effectivement, que je lançais tout ce qui me tombait sous la main. Mais parce que je voulais changer ma condition. On sent pas la rage dans votre ouvrage. Non, quand c'est arrivé, là, vous dormez à CJMS dans l'auto, Kevin, un collègue, un ami, vient cogner dans votre fenêtre, vous pensez qu'il est 9 h le soir, il est rendu 3-4 h du matin, il est bien sous, puis il prend le volant. Et je le sais pas. Puis vous le savez pas. Non. Et c'est pour ça que... Trop endormi pour vous rendre compte qu'il n'est pas là pantoute. C'est-à-dire que j'ouvre l'œil, je me rends compte que c'est lui, et je débarre la porte, je lui donne les clés, je lui demande de conduire, c'est tout. Et je me tasse sur le siège du passager et je me rendors. Alors c'est, je pense déjà en partant, une preuve de la fragilité de l'être humain. Parce que ça peut arriver à n'importe qui, ça. De s'endormir dans l'auto, d'attendre quelqu'un, de donner ses clés sans se rendre compte que la personne... Parce que la personne, Kevin m'avait téléphoné, je sais pas, aux environs de 9h, 9h15 à peu près, j'étais à CJMS, il m'avait dit « OK, je suis dans un mariage à Saint-Léonard, je m'en vais te rejoindre. Parce que j'ai le goût d'aller passer la journée demain à ta maison à Saint-Basile. » Je dis « OK, très bien. » Je m'installe dans l'auto et j'attends. Et lorsqu'il vient frapper dans l'auto, j'ai l'impression, comme vous l'avez dit, qu'il est peut-être 10 h au maximum. Mais il était 3 h du matin. Et entre le moment où il m'a parlé au téléphone et le moment où il est arrivé, il a célébré la noce. Et moi, je sais pas. Ça vous a coûté pour le reste de vos jours, comme vous le disiez d'ailleurs dans votre ouvrage, toi, ça a scrappé une partie de ta vie. Moi, c'est tout le reste que tu viens de me scraper, c'est les gens. Avez-vous de l'amertume envers lui encore? Non, pas d'amertume. Pas d'amertume. C'est vos jambes, après tout. Ouais, c'est ma vie aussi. Mais au moment où ça s'est arrivé, il était irresponsable de ce qu'il faisait. La médecine vous a condamné. Ouais. On vous a rentré dans le caillou d'oublier une fois pour toutes vos jambes que c'était fini, la chaise roulante. C'était même pas le fauteuil roulant, c'était la civière. Pourquoi vous marchez aujourd'hui? Je sais pas. Un petit peu plus tôt, je disais à quelqu'un ici... Non, je ne sais pas vraiment. Non, je sais pas vraiment. Je vais vous laisser le soin d'analyser ça. Mon grand-père m'avait dit au téléphone, pour une fois, mon petit garçon, ta tête de cochon pourrait te sauver.
Et je pense qu'il avait raison, mon grand-père, parce que si la tête de cochon se vendait à livre, je vaudrais vraiment une fortune. Le fisc en serait heureux. Je pense que ça m'a vraiment sauvé, effectivement. Ça a été la détermination qui a fait que, quelque part... la détermination et l'inconscience aussi, parce que je fais une grande part là-dedans, l'inconscience, dans ce livre-là. Et je laisse le soin au lecteur de découvrir dans quelle mesure c'est important, l'inconscience. Moi, ce que j'ai remarqué le plus, c'est votre manque de confiance dans la nature humaine. Ça revient tellement régulièrement. Vous remettez ça souvent en question. Donnez-moi un exemple précis de ce que vous Ah, appelez mon manque Dieu, de il y a confiance. plein d'endroits dans l'ouvrage. Je trouve pas que je manque de confiance dans la nature humaine. Je ne m'en remets plus au verdict des autres. 127, 136, à la fin, partout, constamment, vous interrogez, vous vous dites, ce geste-là, je possède toujours une copie de cette décision et chaque fois que je le relis, ce document, ça me redonne confiance en la nature humaine. C'est que vous l'aviez perdu avant. 127, autre patente. Non, la modicité hors contexte, c'est dur un peu. Peut-être. Ça, là. La chance a semblé vouloir me sourire, ce qui prouve que dans la vie, malgré les contre-coups, il se crée toujours de belles occasions. Des gens extraordinaires s'approchent, se présentent et vous me tendent la main. J'ai retrouvé confiance en la nature humaine. Ouais, c'est vrai. Elle a toute fin. Dans ce sens-là, oui, ça c'est vrai. Il y en a plein d'exemples. Je me dis, le modus, c'est-à-dire la pierre philosophale. Il y a quelqu'un, François, qui m'a déjà posé une question. Et compte tenu que vous l'avez lu et que vous savez ce qui m'est arrivé et qu'on se connaît déjà depuis quelques années, peut-être que vous allez pouvoir y répondre à cette question-là, parce que moi, je n'ai pas été capable d'y répondre. Quel est le piège? L'animateur qui ressort, là? Peut-être. OK, on guesse. On m'a dit, tu t'en es sorti de cet accident-là. On parle principalement de l'accident de 73. On ne parle pas de l'accident de 87 à Québec. On ne parle pas de l'alcool, des drogues. On ne parle pas de tout ça. J'en parle là-dedans, mais je veux dire, ça ne concerne pas ça. Quand on me parle de « tu t'en es sorti », on parle de l'accident de 73. On me dit, est-ce que c'est parce que tu l'as accepté ou est-ce que c'est parce que tu ne l'as jamais accepté? De quoi? Qu'il y a eu l'accident ou que vous en êtes sorti? Les conséquences. Est-ce que c'est parce que j'ai accepté les conséquences ou est-ce que c'est parce que je ne les ai jamais acceptées, les conséquences, que je continue à me battre? Je sais pas. Moi, je peux pas répondre à ça. Ben, une chose est certaine. Si je l'avais accepté... pas répondre, on peut dire ce que c'est pas. Personne qui perd des moyens s'il sent trop peut honnêtement me dire, moi, dans ma face, sans me sourire, qu'on accepte ça. Il faut être normalement constitué. Moi, je suis capable de vous dire, sans vous sourire, et je le dis dans le livre, et je suis très sérieux, heureusement que cet accident-là est arrivé. Parce que vous vous seriez suicidé. Je me serais suicidé autrement. Parce que ma vie était tellement désordonnée. Le titre du chapitre numéro 1, c'est « La trop belle vie ». Et ça a été bien choisi comme titre. C'est exactement ce que je voulais dire. C'était démesuré, c'était complètement désordonné. Vous, à 28 ans, vous aviez 1, 2 maisons, 3, 4 autos. J'ai eu 7 autos neuves dans 1 an et demi. Un char pendant 4 jours, je pense. Oui, parce que la tête me frottait au plafond, je la hissais. Je le changeais. À un moment donné, j'avais 2 voitures neuves à vendre dans la cour arrière et je suis allé magasiner une 3e. C'est une vie normale. Il fait un reportage chez JMS en Californie, puis il appelle la station tous les semaines. Il va dire, je prends une semaine de plus. Je prends une semaine de plus. Je m'excuse, c'était pas en Californie. C'était 3 heures de fuseau horaire plus loin. J'étais à Hawaï. Ah, c'est loin, ça. Puis les patrons sont pas très bien comme ça, puis on ne sait jamais quand M. Jasmin va nous revenir. Vous pensez que c'est pas désordonné, ça? Mais vous aimez ça, au moins, c'est le moyen. Vous passez pour un gars flyé. C'est sûr que j'aimais ça. Puis c'était pas le plaisir de passer pour un gars flyé, c'était le plaisir de la liberté que j'aimais. C'était ce sentiment de liberté-là et ce sentiment de dominer ma vie, mais qui n'était pas authentique. C'était pas vraiment de la solitude? Oui, dans le fond, oui. Je m'achetais des amis. C'était beaucoup ça. Ils sont tous restés, je présume? Non, mais non. Quand un accident comme celui de 73 arrive, le ménage se fait vite. Quand le bar est moins plein, le garde-manger aussi, il y a beaucoup moins de monde dans la maison. Les gens aimaient la vedette, Michel Jasmin. Ils n'aimaient pas Michel Jasmin. Je ne sais pas si c'était rattaché à la personne ou si c'était rattaché au style de vie. Je pense que c'était très rattaché au style de vie. Moi, je me rappelle que dans ma maison de Saint-Basile, je me rappelle d'avoir retrouvé des gens couchés dans ma maison que je ne connaissais pas. Ils étaient venus au party la veille, ils avaient couché là, puis le lendemain après-midi, je les retrouvais, mais je ne savais pas qui c'était. Alors, c'était le style de vie que j'avais. Alors, pensez-vous qu'avec un style de vie comme celui-là, un revers amoureux aurait été suffisant pour me faire réagir? Pensez-vous qu'un revers financier aurait été suffisant pour me faire réagir? Moi, je pense pas. Je pense que j'étais tellement rendu aux extrêmes que ça me prenait un coup comme l'accident de 73 pour me faire réagir. Il fallait m'immobiliser. Il fallait trouver une façon de m'immobiliser. Il fallait me trouver une façon de m'amener à la réflexion et surtout de remettre en place mon échelle de valeur.
Ça prenait ça. Il y a tellement de choses à dire. On va encore manquer de temps, malgré tout le temps qu'on a. Mais dites-moi, vous dites dans votre ouvrage, entre autres, « Je passais des heures à voir bouger mentalement ma jambe. Oui. » Croyez-vous à une certaine forme de pouvoir de l'esprit sur la matière? Définitivement. Là, vous êtes sûr? Définitivement, oui. Parce que je l'ai vu, parce que je l'ai expérimenté, parce que j'ai eu des doutes au début. Je me demandais si c'était vraiment possible que ça fonctionne comme ça. Mais après avoir réussi avec la jambe gauche et que je me suis mis à me battre pour la jambe droite, parce que ça s'est vraiment fait morceau par morceau et millimètre par millimètre, la récupération. Ça a duré 2 ans et demi, presque 3 ans. J'ai réalisé que oui, c'était possible de voir dans sa tête des choses et ensuite de les actualiser. Et c'est comme ça que j'ai réussi à bouger les jambes une après l'autre. C'est comme ça que j'ai réussi à récupérer parce que médicalement, et je ne jette pas de pierre à la médecine, parce que la médecine, les médecins m'ont donné le verdict au meilleur de leur connaissance et au meilleur de ce que la médecine connaît de ma condition. Et ils disaient que le seul moment où ils peuvent vraiment se prononcer, à ce moment-là, c'était lorsqu'il y a sectionnement de moelle épinière. Et j'avais, dans mon cas, 2 sectionnements de moelle épinière. Donc, M. Jasmin, vous ne marcherez plus jamais. Techniquement, vous êtes paraplégique. Et quand je vous disais tantôt, ce n'était pas le fauteuil roulant, c'était la civière. Les médecins avaient informé ma mère de m'acheter beaucoup de papier et des crayons. Parce que j'allais écrire beaucoup. C'était ce que j'avais de mieux à faire avec ce qui me restait. Et pourtant... Et maintenant, aujourd'hui, vous êtes mobile et vous écrivez. Ben oui. Alors, curieux, la vie. Où est-ce que ça se décide? Je ne sais pas. Comment ça se décide? Je ne sais pas. Un autre exemple que je cite dans le livre, et moi, ça m'a toujours impressionné, je l'ai vécu, puis ça m'a toujours impressionné. J'étais en physiothérapie, et on voulait absolument que le muscle au-dessus du genou, ici, qui s'appelle le quadriceps, on voulait absolument, en tout cas, je m'entêtais pour que ça déclenche, parce que celui de la jambe droite avait commencé à travailler un peu, donc ça voulait dire que je pouvais tranquillement faire un peu de mouvement. Je voulais que celui de la gauche, on a tout essayé avec ma physiothérapeute. Là, il bouge, là. Vous êtes capable de bouger. Oui, c'est réglé. Bien là, je ne vais quand même pas déménager vos meubles, là, mais il bouge. Et après 8 mois, on est passé par les chocs électriques, les stimulations, les bains, en tout cas, tout est passé. Tous les moyens qu'on avait à notre disposition, on les a essayés. Et à un certain moment, j'ai baissé les bras, j'ai jeté la serviette, et je pense que c'est peut-être la seule fois dans ma vie où j'ai vraiment baissé les bras. J'ai dit à la physiothérapeute, bon ben, il ne veut pas déclencher le quadriceps, on oublie ça, terminé, on travaille sur autre chose, on va récupérer autrement, on va travailler au niveau des hanches, et on a abandonné le travail du quadriceps. 3 semaines plus tard, le quadriceps déclenchait, il partait. Moi, je voulais qu'il parte. Je voulais qu'il parte en 8 mois, mais ça prenait 8 mois et 3 semaines pour qu'il parte. Et là, j'ai appris qu'il faut toujours laisser le temps au temps. Parce qu'il finit par nous rattraper. Tout le temps. C'est incroyable. Moi, en tout cas, j'ai réalisé au fil de la récupération qu'il y a bien des phrases clichés qu'on emploie. T'sais, on n'a jamais d'épreuve au-dessus de nos forces. On est toujours capable de faire 7 fois ce qu'on a déjà fait. Là. Moi, je les ai expérimentées, ces phrases-là, et je sais que c'est vrai. Je sais que quand on reçoit... machinalement, quand on est frappé, on les vit. Parce qu'on les entend, on les trouve belles, et on prend l'habitude de les mettre dans notre vocabulaire, puis bon, avec glisse ça là, ça fait cute, t'sais. Ça va beaucoup plus loin que ça. Aujourd'hui, quand je dis qu'on n'a pas d'épreuve au-dessus de nos forces, je sais maintenant que c'est vrai. Quoi qu'il arrive, et quand quelqu'un me parle d'une épreuve qu'elle ou qu'elle traverse, c'est tout de suite ce qui me vient à l'esprit, et j'essaie de trouver la dimension, l'ampleur de l'épreuve qui est traversée. Et là, j'essaie de faire voir qu'effectivement, à l'intérieur, il y a des capacités qu'on ne soupçonne même pas. On n'est jamais au bout de ce qu'on a à l'intérieur. Jamais, jamais, jamais. Sauf que ce n'est pas nécessaire d'attendre de se casser la colonne vertébrale pour aller le chercher. On peut aller le chercher avant ça. Ce qui est extraordinaire, c'est la somme considérable d'épreuves que vous avez vécues dans une si courte période de tour de soleil. Je suis le 8e martyr canadien. Minimum. La canonisation est en route, mon cher François. C'est pas ça que je veux faire valoir dans le livre. Non? Non, pas du tout. C'est pas la somme d'épreuves que j'ai Mais quel est le message? Là, vous venez de perdre votre père. Ça fait 1 mois au moment où on enregistre l'émission, les 5 avril. J'ai un peu plus de difficulté quand vous me parlez du décès de mon père, parce que les 2 derniers mois, j'ai été présent 12 heures par jour à son chevet. Ouais. Et j'avais un peu perdu l'habitude je me rappelais pas comment apprivoiser la mort, parce que la dernière fois que j'avais perdu quelqu'un d'important dans ma vie, ça faisait au-dessus de 30 ans. Donc, j'ai pas tellement bien apprivoisé ça.
Je ne sais pas encore. J'aurais beaucoup de difficultés à vous répondre par rapport à cet événement de vie. Trop Là. frais, Mais je sais que graduellement, je vais l'assimiler. Et je sais que quelque part, il y a des bonheurs qui sont sortis de ça. Il y a des cadeaux d'amitié, entre autres. Ça, je les ai vus rapidement. Il y a des cadeaux d'amitié qui sont venus à cause du départ de mon père. Et comme je n'ai pas vu la mort de mon père comme un départ et comme une perte, pour moi, mon père s'est débarrassé d'un corps qui le faisait souffrir. Parce que mon père, il est là et j'ai le merveilleux avantage aujourd'hui de ne pas avoir de téléphone à décrocher quand j'ai envie de lui parler. Je suis beaucoup plus près de lui que je ne l'ai jamais été de toute ma vie. Pensez quoi maintenant de la mort? Est-ce que vous, Michel Jasmin, vous en avez peur? Pas du tout. Absolument pas. J'ai peur de la souffrance, par exemple. J'ai Ouais, peur de la souffrance à long terme. J'ai peur de... Pas peur dans le sens de la crainte, mais je ne voudrais pas. Je ne voudrais pas que ma vie se solde par de la souffrance à long terme. Je ne voudrais pas ça. Je pense que mon père est parti très sereinement. Il a été malade pendant 8 ans, il a eu un cancer, il a vaincu 3 fois. Quand je vous disais que la tête de cochon se vend en livre dans la famille, là, mon père a vaincu le cancer 3 fois. Et la 4e fois, 80 ans, fatigué un peu, il n'a pas pu. Mais il s'est battu pendant 8 ans. Et il est parti au moment où il a décidé qu'il était prêt à partir. Et il s'est débarrassé d'un corps qui le faisait souffrir. Mais ça, on en a parlé tous les deux. Moi, je lui parlais avec des mots, et lui, il me serrait la main. Et c'est la façon dont on communiquait. Et vous savez que c'est important de dire à quelqu'un qui est à cette phase-là qu'il a le droit de partir, qu'il a la permission de ses enfants, qu'il a la permission de sa femme, qu'il a la permission de la famille, il a la permission des gens qu'il aime de s'en aller. C'est important de le faire. Il faut apprendre à le faire, c'est pas facile. Mais il faut voir la mort comme un corps qui s'en va. L'âme, l'esprit, le cœur restent là. Moi, je porte la montre que mon père a eue pendant plusieurs années, qu'il, lui, n'osait pas porter parce qu'il la trouvait trop belle. C'est une montre qui lui avait été donnée 25 ans de service, comme ça se faisait dans certaines industries. On lui a donné, après 25 ans de service, cette montre-là. Et lui, il la portait pas, il la trouvait trop belle. Et quand il est parti, la première chose que ma mère m'a donnée, ça a été ça. Alors, je l'ai prise, je suis allé faire poser une pile, et je la porte depuis ce temps-là. Et j'ai l'impression que je suis en communication directe avec lui. J'ai l'impression que c'est lui. Les boutons de manchette que j'ai ici, c'est des boutons de manchette qu'il avait. Mais comme il y a un petit diamant après, il n'osait pas porter ça. Il ne méritait pas, dans sa tête à lui, de porter ça. C'était trop beau. Et aujourd'hui, je les porte, mais avec fierté, parce que c'est un peu comme d'être assis à côté de lui. C'est un peu comme de partager des choses avec lui. Votre livre, c'est un peu, effectivement, là où vous en êtes, Debout la vie. Michel Jasmin a 48 ans. Michel Jasmin est ressourcé, un homme neuf. Malgré le fisc, on fait bien les blagues, là, mais tout ce qui vous est arrivé avec les histoires de faillite, vous avez passé de bien dures épreuves. Est-ce que vous êtes prêt maintenant à animer votre nouveau show de télévision? Et je le prendrai quand il arrivera. Le croyez-vous? Oui, je le crois, définitivement, je le crois. Vous allez revenir? Oui. Mais je ne pense pas que ça va se faire dans des conditions où je vais provoquer, dans des conditions où je vais... paradoxalement, le titre du livre Debout la vie veut un peu dire, comme si je la pointais du doigt, la vie, viens-t'en. Je t'attends. Mais dans la vraie vie, avec les gens, avec les situations, je n'ai pas ce sens du défi, là. C'est pas comme ça que j'agis. Je travaille plus sereinement. On parle d'un retour télé, par exemple. Je le travaille beaucoup plus sereinement que de front et d'attaquer de front. Je ne veux pas le faire comme ça. Je veux le faire doucement. Je veux faire une approche qui est inspirée de tout ce que la vie m'a montré jusqu'à maintenant. Et ce que j'essaie de partager là-dedans. Beau message d'espoir. Mesdames, Messieurs, Michel Jasmin. Hein? Merci, Michel. Oh mon Dieu.